Vers 110 avant Jésus-Christ, les Romains repartent à la conquête de l'Afrique du Nord. Ils débarquent à Utique et se heurtent rapidement aux tribus numides, dont un des chefs se nomme Jugurtha. Vers 45 avant Jésus-Christ, Salluste a écrit une histoire de ces batailles dans une de ses œuvres, la guerre de Jugurtha. Pour moi, tout a commencé au milieu du siècle dernier. Je suis né à Ouenza, pays minier à la frontière algéro-tunisienne. Mon enfance fut bercée de légendes que les conteurs autochtones transmettaient de génération en génération. L'une d'elles, racontée par les anciens, concernait un roi berbère, Jugurtha. Il aurait caché ses trésors et aurait été vaincu sur la grande Messa voisine, qu'on apercevait du côté tunisien et que les Romains auraient assiégée. Longue de 1550 mètres et large d'environ 700 mètres, elle domine la plaine et ses parois abruptes de 40 à 80 mètres de hauteur constituent un obstacle insurmontable pour accéder au plateau. Un jour, lors d'une excursion, l'occasion me fut donnée de visiter cette messa, dite aussi table de Jugurtha. Un seul sentier, taillé dans le roc, gardé à mi-hauteur par une forte tour, permet d'accéder au plateau. Sur la table elle-même, un champ de ruines inhabité. Seuls quelques ânes et chevaux broutaient une herbe rare. Il régnait en ces lieux désertiques une atmosphère étrange, mystique, indéfinissable, qui m'a profondément marqué. Depuis le plateau, en regardant vers l'Algérie, on distingue, près du pic d'Ouenza, le mince filet d'eau de l'Oued Beleg, cet oued dans lequel nous allions parfois nous baigner. En 1957, je quittais l'Algérie et oubliais ces belles légendes. En 1993, je redécouvris le texte de Salluste, la guerre de Jugurtha. Je fus frappé par certains détails concernant les lieux d'une des dernières batailles des Numides. Les images de mon enfance me revinrent en mémoire. Je superposai le texte avec mes souvenirs. Salluste nous décrit les lieux du siège des Romains contre les Numides, près d'une rivière. Non loin de la rivière Moulouka, était, au milieu d'un pays tout en plaine, un rocher très haut avec une plateforme suffisante pour un fort, et un seul sentier très étroit pour arriver au fait, taillé à pic par la nature. Intrigué par ces coïncidences et par une note de l'éditeur qui plaçait cette bataille au Maroc, je décidai quelques amis, archéologues amateurs comme moi, à aller en 1994 voir sur les lieux. Arrivés au pied de la table de Jugurtha, nous entreprenons d'en faire le tour à la recherche du passage qui permit aux Romains de prendre les Numides à revers. Quelques failles étaient prometteuses, mais toutes nécessitaient un équipement d'alpiniste, sauf une que nous explorons livre en main. Nous sommes en 104 avant Jésus-Christ et Salluste écrit: Un Ligure, simple soldat des cohortes auxiliaires, sortit du camp pour aller chercher de l'eau sur le côté du fort opposé à celui où on se battait. Tout d'un coup, entre les rochers, il voit des escargots. Un d'abord, puis un second, puis d'autres encore. Il les ramasse et dans son ardeur arrive petit à petit près du sommet. Il observe qu'il n'y a personne et il veut réaliser un tour de force.
un chêne avait poussé entre les rochers. Le Ligure s'appuie tantôt sur les branches, tantôt sur les parties saillantes du rocher. Il arrive sur la plateforme et voit tous les Numides attentifs au combat. Prenant des repères pendant sa descente, le Ligure va avertir Marius de sa découverte. Celui-ci envoie quelques éclaireurs pour contrôler les dires du soldat. Convaincu par leur rapport, il envoie dès le lendemain une troupe armée spécialement pour cette mission. Alors que les soldats numides sont occupés à combattre le gros de l'armée romaine qui attaque du côté de la porte, le commando romain arrive sur leurs arrières et les Numides de Jugurtha sont vaincus. Nous explorons alors le plateau, à la recherche d'indices qui pourraient conforter notre théorie sur le lieu réel de cette bataille. L'escalier, seul accès praticable, est cependant rendu difficile par l'inégalité des marches, plusieurs paliers et changements de direction. De plus, il est parfaitement visible depuis le haut de la falaise, donc assez facile à défendre. Au débouché de l'escalier, nous trouvons une série de grottes creusées dans la roche et reliées entre elles par des passages actuellement fermés par des pierres. Les défenseurs, abrités à l'intérieur, pouvaient intervenir rapidement en cas d'attaque. Près des abris, de grands trous creusés dans la roche, accessibles par une ouverture circulaire, servait de silo à grains. Autour du trou, une rainure déviait les eaux de ruissellement. Ces trous étaient fermés par une dalle. Celle-ci a été cassée. De très nombreuses citernes creusées à même le roc permettaient aux habitants de la forteresse de conserver l'eau de pluie. Un ingénieux système de petits canaux permettait d'envoyer le trop-plein d'une citerne vers une autre en aval. Un de ces canaux a été détruit par une fissure dans le rocher. Cette zone, relativement plate au pied de l'escalier, pourrait être celle où les Romains préparaient leurs assauts et bloquaient toute sortie des Numides. Alors que cette autre zone, légèrement en contrebas, pourrait avoir été le camp proprement dit des Romains. Dans ces zones, comme sur la table, on voit de nombreuses ruines d'époques diverses, comme ce pressoir, qui prouvent qu'elles ont été souvent et longtemps habitées. Autour de la table, on trouve même de nombreux dolmens et des escargotières fort anciennes. Convaincus que nous avons bien retrouvé le lieu de la bataille de Jugurtha, nous nous lançons, dès notre retour à Toulouse, dans une recherche bibliographique approfondie. La plupart des historiens pensaient reconnaître le fleuve Moulouka dans l'oued Moulouya, un fleuve côtier marocain.
Cependant, deux détails embarrassaient les historiens. Salluste nous décrit certaines batailles que Métellus puis Marius ont livrées aux Numides à partir de leur arrivée en Tunisie. Celles de Vaga, de Zama, de Thala, de Kapsa. Ces batailles, bien localisées sur une distance inférieure à 200 km du nord au sud de la Tunisie, ont nécessité plusieurs campagnes, c'est-à-dire plusieurs années. Pour arriver au fortin où se situe l'épisode du Ligure, toujours selon les historiens, il serait donc parti à plus de 1500 km à l'ouest pour poursuivre Jugurtha, ceci en moins d'1 an. Cela paraît peu probable. Puis Marius reprit sa marche vers ses quartiers d'hiver. 4 jours plus tard, non loin de la place de Cirta, et Marius, après 4 jours de marche, arrive donc à Cirta. Serait-ce Constantine, qui s'appelait effectivement Cirta au temps des Romains? Cela ferait un nouveau trajet de plus de 1200 km vers l'est, effectué en quelques jours. Difficile à imaginer. Deuxième détail gênant pour les historiens, Salluste nous explique que lors du siège de Cirta par Adherbal, Jugurtha l'entoure de tranchées et de fossés, élève des tours qu'il garnit de postes. Quand on connaît Constantine et les immenses canyons qui l'entourent, on a du mal à comprendre ce qu'aurait fait Jugurtha. Xel lui-même en est conscient, et la seule explication qui lui vient à l'esprit est que Salluste s'est trompé. Cette thèse sera reprise par plusieurs historiens. Pourtant, si l'on sait que le Kef en Tunisie s'appelait aussi Cirta, et que l'on place la table de Jugurtha et le Kef Cirta sur une carte près des autres batailles des Romains, tout apparaît plus clair et logique en ce qui concerne les distances et les durées données par Salluste. Donc, tous les historiens modernes acceptaient le Maroc comme lieu de la bataille de Jugurtha, sauf un, le professeur André Berthier. Nommé pratiquement dès sa sortie de l'école des Chartes directeur du musée de Constantine et conservateur des archives de l'État algérien, il y resta de 1932 à 1973. En 1949, il rapporta dans une de ses œuvres une visite avec son ami Alexis Truyot à la table de Jugurtha. Son ami lui déclara alors: voilà la forteresse minutieusement décrite par Salluste, dont Marius n'aurait pu s'emparer si un soldat ligure n'avait découvert dans le rocher une large fissure où l'on put faire grimper un détachement d'élite. Ce problème préoccupa le professeur Berthier pendant toute sa vie, et son exemplaire de Salluste, copieusement annoté, était dans sa musette de soldat lorsqu'elle reçut des éclats de shrapnel sur le front italien. Je contacte le professeur Berthier et lui fais part de ma découverte sur le terrain. Vous pouvez imaginer sa joie. Notre trouvaille confirmait totalement sa théorie qu'il avait bâtie à partir d'un énorme travail de recherche sur les textes latins et sur les cartes. Écoutez, faites comme moi, on ne va pas continuer à discuter, faites comme moi. Allez sur place, étudiez les campagnes d'abord, allez sur place ensuite, ou faites le contraire, et puis après on discutera. Jérôme Carcopino, tout en soutenant la thèse officielle, fit part à André Berthier de ses doutes, mais le laissa seul prouver sa théorie. La table étant hors de sa circonscription, André Berthier ne put continuer ses recherches. Ensuite, les événements d'Algérie lui interdirent l'accès à la table de Jugurtha. Convaincus d'avoir enfin trouvé le lieu réel de cette bataille, nous essayâmes de publier nos travaux. Hélas, c'était sans compter avec la chape de silence que font peser nos grands professeurs sur toute thèse ou hypothèse qui n'est pas strictement conforme au dogme officiel. Cependant, la vérité commence à éclater, et la thèse d'Abdel Bouchareb à Constantine ou celle de Mohamed Tlili à Tunis reprennent et défendent ces idées.